Et si l'hôtel le plus luxueux du monde devenait soudainement une prison, un palais 5 étoiles, des lustres étincelants, des couloirs en marbre à perte de vue, mais derrière ces portes dorées, aucun touriste ne s'enregistrait. À leur place, on trouvait des princes, des ministres et des milliardaires. Des hommes au pouvoir immense, privés de liberté, piégés dans des cages dorées. Chaque sourire du personnel cachait un secret. Chaque repas somptueux pouvait être suivi d'un interrogatoire. Le Ritz-Carlton de Riyad, autrefois symbole de richesse et de prestige, s'est transformé du jour au lendemain en théâtre d'une purge historique. Et pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur, une seule question subsistait. Étaient-ils encore des clients ou déjà des prisonniers? La nuit où le Ritz est devenu une prison. 4 novembre 2017. Riyad. Le ciel du désert était sombre, pesant de silence, jusqu'à ce que le vrombissement des hélicoptères vienne briser le calme. Leurs lumières balayèrent la ville, tandis que des SUV noirs filaient à toute allure sur des boulevards déserts, se précipitant vers une seule et même destination, le Ritz-Carlton, un palais déguisé en hôtel, connu pour accueillir des dirigeants mondiaux, des milliardaires et des stars hollywoodiennes. Son hall en marbre brillait de lustres dorés, un lieu où l'argent et l'influence se mêlaient autour d'un café raffiné et d'accords secrets. Mais cette nuit-là, il était bouclé. Les clients ont été priés de faire leurs valises et de partir immédiatement. Des mariages, des conférences et des banquets entiers ont été annulés sans préavis. Le personnel chuchotait nerveusement tandis que les agents de sécurité prenaient le contrôle des entrées. À la tombée de la nuit, les portes en fer de l'hôtel étaient refermées. Personne n'entrait, personne ne sortait. Puis les arrivées ont commencé. Des convois de véhicules blindés ont roulé dans l'allée. En sont sortis des princes vêtus de longues robes blanches, des ministres stupéfaits et certains des hommes d'affaires les plus puissants du royaume. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des personnalités connues de tous, des hommes dont la fortune se chiffrait en milliards, des hommes qui régnaient sur des empires pétroliers, des réseaux médiatiques et des forces militaires. Parmi eux se trouvait le prince Al-Walid bin Talal, l'un des investisseurs les plus riches de la planète, détenant des participations dans Apple, Citigroup et Twitter. Un autre était le prince Miteb bin Abdullah, ancien commandant de la garde nationale saoudienne, un homme que beaucoup pensaient capable de diriger un jour le pays. Ils franchirent les imposantes portes vitrées, passèrent devant des employés qui s'inclinèrent silencieusement sans sourire. On leur confisqua leur téléphone, leurs gardes furent renvoyés, leur liberté leur fut discrètement retirée. Au début, la confusion régnait. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une réunion convoquée par le prince héritier. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'une enquête temporaire, voire d'une forme de détention préventive. Mais au fil des heures, la réalité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les chambres d'hôtel opulentes, autrefois symboles de confort, étaient désormais des chambres fermées à clé. La somptueuse salle de banquet était devenue une zone d'attente. Et les hommes qui avaient dirigé les entreprises et les ministères les plus riches d'Arabie Saoudite se retrouvaient désormais à errer dans les couloirs dorés, chuchotant entre eux, incrédules. Une question résonnait parmi eux, une question que personne n'osait poser à haute voix. Étaient-ils ici en tant qu'invités d'honneur, ou le Ritz-Carlton venait-il de devenir leur prison? Le jeu de pouvoir du prince héritier. Derrière ces arrestations soudaines et ces convois nocturnes se cachait un seul homme, Mohammed Ben Salman. Aux yeux du monde, il était le jeune héritier visionnaire. Pour les familles les plus puissantes d'Arabie Saoudite, il était une tempête balayant des siècles de tradition. Né en 1985, Mohammed Ben Salman, connu partout sous ses initiales MBS, n'était pas destiné à devenir le prince le plus puissant. Il était le 6e fils du roi Salman, et non le premier dans l'ordre de succession. Mais grâce à des manœuvres habiles et à la confiance de son père, il a gravi les échelons plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. En 2017, à seulement 32 ans, il était non seulement prince héritier, mais aussi ministre de la Défense et président des principaux conseils économiques. Il contrôlait les leviers du pouvoir que des membres de la famille royale, plus âgés et plus expérimentés, avaient passé leur vie à essayer d'obtenir, et pourtant, ses ambitions dépassaient largement les limites du palais. MBS promettait une nouvelle Arabie Saoudite, un pays moins dépendant du pétrole. Une société ouverte au tourisme, au divertissement et aux réformes modernes. Son programme, appelé Vision 2030, visait à transformer le royaume désertique en une puissance mondiale du futur. Mais la vieille garde se dressait sur son chemin, un vaste réseau de princes, de ministres et de magnats qui s'étaient enrichis et avaient acquis leur pouvoir sous l'ancien système. Beaucoup d'entre eux étaient à la tête de compagnies pétrolières, de commandements militaires ou de fortunes colossales.
Certains murmuraient leurs propres ambitions. D'autres résistaient simplement au changement. MBS devait prouver que son autorité était absolue. Il a donc présenté son initiative comme une croisade contre la corruption. Selon lui, des milliards de dollars avaient été détournés de l'État saoudien pendant des décennies, par le biais de contrats gonflés, de commissions douteuses et de vols purs et simples. En arrêtant les responsables, disait-il, il rendait justice. Pour les Saoudiens ordinaires, lassés des inégalités et des excès, cette campagne ressemblait à un feu purificateur. Pour les investisseurs et les alliés occidentaux, elle semblait être l'action audacieuse d'un réformateur. Les journaux l'ont salué comme un modernisateur, n'ayant pas peur de rompre avec le passé. Mais à l'intérieur du royaume, les murmures se faisaient de plus en plus forts. Pourquoi les cibles étaient-elles presque exclusivement des hommes qui pouvaient rivaliser avec MBS en termes de pouvoir? Pourquoi tant d'entre eux étaient-ils des cousins royaux, des magnats des affaires ou des chefs militaires influents? Cela ressemblait moins à de la justice qu'à une purge. Au Ritz-Carlton, les détenus ont rapidement compris. En les enfermant dans des chambres dorées, MBS ne se contentait pas de récupérer de l'argent. Il les privait de leur indépendance, réduisant au silence des voix qui pourraient un jour le défier. Le message était clair. Il n'y avait de place que pour un seul centre de pouvoir en Arabie Saoudite. Et pourtant, ce qui a vraiment stupéfié le monde, ce ne sont pas les arrestations elles-mêmes. C'est ce qui allait bientôt se passer derrière les portes dorées du Ritz, lorsque le luxe s'est transformé en peur et le silence en cri. La vie à l'intérieur de la prison dorée. De l'extérieur, le Ritz-Carlton ressemblait toujours à un palais. Ses jardins étaient bien entretenus, ses fontaines scintillaient et son hall en marbre brillait sous d'imposants lustres. Pour un passant, rien ne semblait inhabituel. Mais pour ceux qui étaient enfermés à l'intérieur, les apparences n'avaient aucune importance. Les hommes qui dirigeaient autrefois des ministères, commandaient des armées ou contrôlaient des milliards vivaient désormais sous surveillance constante. Leurs téléphones avaient été confisqués, leurs assistants personnels et leurs gardes du corps avaient été renvoyés. Même leurs déplacements à l'intérieur de l'hôtel étaient surveillés par des agents de sécurité en civil et des militaires postés dans chaque couloir. Mais l'ironie était cruelle. Leur prison ressemblait à un rêve. Ils dormaient dans des suites décorées de rideaux de velours et de tapis de soie. Ils dégustaient des repas 5 étoiles, des assiettes d'agneau et de riz, des plateaux de fruits, des desserts saupoudrés d'or. Les serveurs les servaient avec la même élégance discrète que s'ils étaient encore des invités d'honneur. Mais l'ambiance à table était tendue. Les conversations avaient laissé place à des chuchotements. Les hommes qui donnaient autrefois des ordres à des milliers de personnes baissaient désormais la voix, ne sachant pas si leurs voisins allaient rapporter leurs propos. Chaque cliquetis de couvert résonnait dans le silence. Certains détenus étaient autorisés à se promener dans les jardins le matin, mais toujours sous escorte. D'autres restaient dans leur chambre, rideaux tirés, attendant l'inévitable coup à la porte. Car derrière les lustres et le marbre se cachaient les interrogatoires. Les fonctionnaires arrivaient avec des documents, exigeant des signatures. Les questions sur la fortune, les investissements et les comptes secrets occupaient des heures entières. Pour beaucoup, les interrogatoires se prolongeaient tard dans la nuit, sous la lumière crue des néons, dans des salles de fortune cachées au fond de l'hôtel. Le Ritz était devenu une cage dorée, un lieu où le luxe enveloppait la peur, où des hommes qui avaient autrefois le monde à leurs pieds fixaient désormais les plafonds ornés, se demandant quelle part de leur fortune ou de leur liberté survivrait à la purge. Et pour certains, l'épreuve ne faisait que commencer, car bientôt, les murmures des interrogatoires allaient laisser place à quelque chose de plus sombre. La nuit des coups. Pendant des jours, le Ritz-Carlton avait été un paradoxe. En apparence, la vie semblait presque sereine. Les fontaines de la cour scintillaient toujours, les lustres brillaient toujours et des repas 5 étoiles étaient servis sur des plateaux en argent. Mais sous le velours et le marbre, le silence était suffocant. Puis, une nuit, le silence a été rompu. Le changement fut presque imperceptible au début. Les gardes commencèrent à marcher avec une précision accrue. De nouveaux visages apparurent, des hommes en civil, dont les expressions étaient plus dures que celles du personnel raffiné auquel les détenus étaient habitués. Les portes furent verrouillées plus tôt. La douce musique de piano dans le hall s'éteignit. Même l'air semblait plus lourd. Puis les convocations ont commencé. Un par un, les détenus furent emmenés hors de leur suite. Pas vers les salles de conférence ou les salons dorés, où se déroulaient auparavant les entretiens. Cette fois, les escortes les conduisirent par les escaliers de service et les ascenseurs réservés au personnel. Ils disparurent dans les recoins cachés du Ritz,
des espaces destinés au personnel, aux cuisines ou au stockage. Mais désormais, ils avaient été réaménagés. Ce qui s'est passé dans ces pièces ne sera jamais officiellement reconnu. Les récits divergent, mais le schéma est effroyablement cohérent. Des heures d'interrogatoire brutaux, une pression psychologique incessante et, dans certains cas, des violences physiques destinées à briser toute résistance. Des hommes qui contrôlaient autrefois des entreprises valant des milliards de dollars, des hommes qui commandaient des armées ou siégeaient dans des conseils royaux, se retrouvaient brisés dans des pièces aux murs nus et aux lumières vives. Le but n'était pas d'obtenir des informations, mais de les soumettre. Un initié, s'exprimant plus tard sous couvert d'anonymat, l'a décrit avec des mots qui hanteront à jamais la purge. C'était la nuit où les cris ont résonné dans le Ritz, et ces cris se sont propagés. À travers les murs de marbre, à travers les couloirs résonnants, jusqu'aux oreilles des autres détenus. Les princes assis dans leur suite se sont figés au milieu d'une phrase. Les milliardaires habitués à commander dans les salles de réunion étaient assis, tremblants, sur le bord de leur canapé en velours. Le contraste était surréaliste, des lustres luxueux au-dessus, des cris de souffrance en dessous. À l'aube, le message était clair. La résistance n'était plus tolérée. Plusieurs détenus qui avaient refusé de céder leurs biens ont fini par céder. Ils ont griffonné des signatures tremblantes sur des documents qui transféraient à l'état des entreprises, des comptes bancaires, voire des palais et des jets privés. Ce qui s'est passé cette nuit-là était plus qu'une punition. C'était du théâtre, une mise en scène destinée à envoyer un message qui dépassait les murs du Ritz pour atteindre tous les palais et toutes les salles de réunion du royaume. Aucune fortune, aucun nom, aucune lignée ne pouvait vous protéger de la volonté du prince héritier. Lorsque la lumière du matin a envahi l'atrium vitré de l'hôtel, le Ritz ne ressemblait plus à une prison dorée. Il était devenu quelque chose de bien plus effrayant, un palais de la peur. Et pourtant, ce qui suivit fut encore plus stupéfiant, car le prix de la survie ne se mesurerait pas seulement en murmures et en bleu, mais en milliards de dollars, dépouillés en un temps record. Des accords à plusieurs milliards de dollars. Lorsque les interrogatoires devinrent plus sévères, leur objectif devint clair. Il ne s'agissait pas seulement de punition, il s'agissait d'argent. Le Ritz-Carlton était devenu le théâtre du plus grand transfert de richesse que l'Arabie Saoudite ait jamais connu, et peut-être le plus spectaculaire de l'histoire moderne. Les fonctionnaires sont entrés dans les suites avec des classeurs épais et des contrats. Des pages énumérant des sociétés, des actions, des titres fonciers et des comptes offshore. Certains détenus ont décrit le processus comme surréaliste. Une séance de comptabilité organisée dans un hôtel de luxe, sauf que les chiffres représentèrent des fortunes et des influences accumulées au cours d'une vie. Le choix était présenté sans détour. Coopérer et finir par être libéré ou refuser et rester enfermé dans cette prison dorée sans savoir si l'on en ressortirait un jour. Les sommes en jeu étaient colossales. En quelques mois seulement, le gouvernement saoudien a déclaré avoir récupéré plus de 100 milliards de dollars en espèces, en actifs et en biens immobiliers. Des portefeuilles entiers d'entreprises ont été cédés du jour au lendemain. Des palais familiaux, dont certains abritaient des collections d'œuvres d'art valant des centaines de millions, ont été confisqués. Des jets privés stationnés dans des aérodromes ont été saisis par l'État. Même des yachts de luxe naviguant en Méditerranée ont soudainement changé de propriétaire. Le prince Miteb Ben Abdallah, ancien commandant de la garde nationale saoudienne et homme que beaucoup pensaient capable de prétendre un jour au trône, aurait été contraint de verser plus d'1 milliard de dollars pour obtenir sa libération. Le prince Al-Walid Ben Talal, milliardaire dont les investissements s'étendèrent d'Apple à Citigroup en passant par Twitter, a été contraint de céder une grande partie de son empire, bien que les termes exacts de l'accord aient été gardés secrets. Mais au-delà des gros titres et des chiffres, quelque chose de plus symbolique était en train de se produire. Des générations de privilèges, construits au fil de décennies de pouvoir incontrôlé, ont été démantelés en quelques semaines. Des fortunes qui garantissaient autrefois l'intouchabilité ont été dépouillées d'un simple trait de plume. Des hommes qui avaient vécu au-dessus des lois se sont retrouvés à mendier pour conserver des fragments de leurs biens. Et pourtant, le gouvernement a présenté cela comme une mesure de justice. Les responsables ont déclaré que les actifs récupérés serviraient à financer des hôpitaux, des écoles, des infrastructures et des projets ambitieux dans le cadre du plan Vision 2030 de MBS. Pour les Saoudiens ordinaires, dont beaucoup étaient lassés de voir la richesse concentrée entre les mains de quelques princes, cette purge semblait être un règlement de compte attendu depuis longtemps. Pour les investisseurs étrangers, elle a été présentée comme la preuve que l'Arabie saoudite était sérieuse dans sa volonté de réforme. Mais à l'intérieur du Ritz, l'histoire était très différente. Il n'y avait aucune célébration de la réforme, aucun sentiment d'équité. Les accords ont été conclus sous la pression.
Les contrats ont été signés sous la contrainte. Tous les détenus comprenaient ce qui s'était passé pendant la nuit des coups et personne ne voulait subir le même sort. Même ceux qui ont signé sont repartis brisés. Certains ont été libérés après quelques semaines, d'autres après plusieurs mois. Beaucoup sont ressortis visiblement amaigris, plus calmes et changés. Ils avaient perdu plus que de l'argent. Ils avaient perdu leur pouvoir, leur influence et l'aura d'invincibilité qui les protégeait autrefois. Et pour certains, la libération n'est jamais venue. Car si des milliards avaient été volés, des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles le Ritz avait également coûté des vies. Des rumeurs d'hospitalisation secrète, de décès inexpliqués et de disparitions définitives ont commencé à circuler. Des histoires bien plus sombres que ne pouvait le révéler aucun bilan financier. Les morts et disparitions cachées. Pour la plupart des détenus, la libération avait un prix qui se chiffrait en milliards, mais tout le monde n'est pas sorti du Ritz. Dès le début, des rumeurs plus sombres circulaient dans les couloirs dorés. Le personnel qui était resté à l'hôtel parlait de détenus disparaissant soudainement de leur suite. Certains n'ont jamais été revus. D'autres sont réapparus quelques jours plus tard, boitants, affaiblis ou confinés dans des fauteuils roulants. Le Ritz, avec ses lustres étincelants et ses tapis de velours, était devenu le théâtre de secrets que personne n'osait dévoiler. L'une des histoires les plus effrayantes provenait de rapports faisant état de détenus transférés sous bonne garde vers des hôpitaux de Riyad. Là, des médecins soignaient discrètement des fractures, des blessures internes ou des traumatismes inexpliqués. Les patients étaient admis sous de faux noms. Leurs chambres étaient gardées. Peu de gens ont jamais appris leur véritable identité. Les journaux internationaux ont commencé à relayer des fragments de l'histoire. Des responsables anonymes ont affirmé qu'au moins 17 détenus avaient dû être hospitalisés pendant la purge. Certaines sources ont suggéré que la torture était allée trop loin, entraînant des blessures graves, voire la mort dans certains cas. Mais en Arabie Saoudite, la vérité a été étouffée. Aucun bilan officiel n'a jamais été publié. Aucune mention n'a été faite des personnes disparues. Les familles ont été laissées dans le silence, craignant de poser des questions. Insister trop fort revenait à risquer d'être pris pour cible. Un nom revenait sans cesse, celui du général de division Ali Al-Qahtani, assistant d'un prince influent. Il aurait été arrêté pendant la purge et serait mort en détention. Selon certains témoignages, son corps présentait des traces de mauvais traitements lorsqu'il a été rendu à sa famille. Mais les détails ont été rapidement étouffés. Sa mort est devenue le symbole de ce que beaucoup soupçonnaient sans pouvoir le prouver. Le Ritz n'était pas seulement une prison, mais aussi un lieu extrêmement dangereux. Même pour ceux qui ont survécu, les cicatrices sont profondes. Certains princes, autrefois confiants et intouchables, sont ressortis visiblement affaiblis. D'autres semblaient être l'ombre d'eux-mêmes, prudents et effacés. Et puis il y avait ceux qui n'ont plus jamais été vus en public, des hommes qui commandaient autrefois des empires, désormais effacés de la scène comme s'ils n'avaient jamais existé. Le mystère n'a fait que s'épaissir avec le temps. Étaient-ils morts? Avaient-ils été réduits au silence et assignés à résidence? Avaient-ils signé des accords si contraignants qu'ils ne pourraient plus jamais s'exprimer librement? Les réponses restent cachées, enfermées derrière les murs du palais. La purge du Ritz-Carlton ne concernait pas seulement la richesse. Il s'agissait de pouvoir et de sa démonstration absolue. En réduisant au silence, en faisant disparaître ou en effaçant ne serait-ce que quelques-uns d'entre eux, Mohammed Ben Salman a envoyé un message à tous. Aucune position, aucune fortune, aucun titre ne pouvait garantir la sécurité. Ainsi, l'hôtel qui accueillait autrefois des mariages, des galas et des sommets internationaux est désormais connu pour toute autre chose. Un lieu où les salles dorées cachent des ombres et où la frontière entre justice et peur s'estompe dans le silence. Mais au-delà des murs du Ritz, la purge a eu des conséquences bien plus importantes que des milliards de dollars ou la disparition de princes. Elle a remodelé l'équilibre des pouvoirs en Arabie Saoudite et a signalé au monde entier que le prince héritier était prêt à gouverner par tous les moyens nécessaires. Ce que la purge du Ritz signifie pour l'Arabie Saoudite. Lorsque les portes du Ritz-Carlton ont rouvert, l'Arabie Saoudite n'était plus le même pays. En quelques semaines seulement, des milliards avaient été saisis, des fortunes démantelées et des dynasties humiliées. La purge avait non seulement dépouillé le royaume de son argent, mais aussi détruit le délicat équilibre des pouvoirs qui le caractérisaient depuis des décennies. Pendant des générations, l'Arabie Saoudite n'avait pas été dirigée par un seul homme, mais par un consensus entre des centaines de princes. Chacun d'entre eux exerçait une influence sur le pétrole, l'armée ou de vastes empires financiers. Il existait des rivalités, mais elles étaient gérées discrètement, derrière les murs du palais.
Aucun prince n'osait remettre en cause le réseau de pouvoir qui maintenait l'unité de la famille royale. Mais Mohammed Ben Salman a brisé ce système d'un seul coup. En enfermant ses rivaux au Ritz, il a éliminé l'ancien modèle de consensus. Le pouvoir n'était plus partagé, il était centralisé entre ses mains. Et le message était sans équivoque. Les princes qui se croyaient autrefois intouchables comprenaient désormais que leur nom et leur fortune ne pouvaient les protéger. Les milliardaires qui avaient bâti des empires à travers les continents ont réalisé qu'en une seule nuit, tout pouvait leur être enlevé. Les ministres et les généraux ont compris que la loyauté n'était pas un choix, mais une question de survie. Le Ritz était devenu plus qu'une prison. Il était devenu un symbole d'autorité absolue où le luxe et la terreur se côtoyaient sous des lustres en cristal. Un symbole d'une nouvelle Arabie saoudite où le prince héritier ne régnait pas par consensus, mais par la peur, la richesse et un contrôle incontesté. Au niveau international, la purge a envoyé des signaux contradictoires. Certains investisseurs ont applaudi la répression de la corruption, imaginant une Arabie saoudite libérée des contrats gonflés et des accords secrets. D'autres se sont alarmés, murmurant que la stabilité du pays dépendait désormais entièrement de la volonté d'un seul homme. Les alliés voyaient en MBS à la fois un réformateur audacieux et un homme fort impitoyable, une contradiction qui persiste encore aujourd'hui. À l'intérieur du royaume, l'effet a été immédiat. L'ancienne élite s'est tue. La nouvelle génération d'hommes d'affaires, de politiciens et d'officiers militaires a prêté allégeance directement au prince héritier. Les citoyens ordinaires, bien qu'intrigués par les promesses de réforme, ont également compris l'avertissement. Si des princes et des milliardaires pouvaient être traînés dans une prison dorée, quelle chance avaient les autres? La purge du Ritz-Carlton a marqué le début d'une nouvelle ère, une ère où la dissidence pouvait être écrasée du jour au lendemain et où même le luxe ne pouvait masquer le froid de la peur. La question reste donc posée. Était-ce la justice? Un nettoyage de la corruption? Ou s'agissait-il de toute autre chose? D'un avertissement à l'Arabie saoudite et au monde entier, leur signifiant que le pouvoir était désormais entre les mains d'un seul et unique homme? La purge du Ritz-Carlton était plus qu'une arrestation, plus qu'un scandale. C'était un tournant. Un palais luxueux s'est transformé en une forteresse de la peur, où des milliardaires ont abandonné leur fortune et où des rivaux ont disparu dans le silence. Et si vous pensiez que c'était choquant, attendez de voir ce qui se passe dans une prison mixte et le cauchemar qui attend dans la prison la plus brutale du monde.